Salut à tous, la vidéo d'aujourd'hui va spoiler, donc il vous faut au moins avoir lu jusqu'à la fin de l'arc Zhao, c'est-à-dire environ le chapitre 640. Donc si vous ne voulez pas vous faire spoiler, ne regardez pas. Comme vous avez pu le voir sur la miniature, nous allons parler de l'héritage de Shin, c'est-à-dire tout ce que Shin a pu avoir, que ce soit de la part des morts ou bien des vivants. Bien évidemment, on ne se focalisera que sur les personnages importants au développement de Shin. Par exemple, même si Gakuei est un personnage important, on ne le prendra pas en compte car il n'apprend rien à Shin. On commence en prenant cette image forte en émotion du combat contre Uken. Elle n'est pas faite au hasard, car toutes les personnes derrière Shin lui ont apporté quelque chose dans son développement. Tout d'abord, Rinko, considéré comme étant l'atout majeur de Renpa en tant que membre de ses 4 piliers. Il fut un orphelin de guerre récupéré par ce dernier et élevé par Genpu, qui lui a appris la stratégie le considérant comme son fils adoptif. Le personnage de Rinko est très important pour Shin, selon plusieurs points. Tout d'abord, le parallèle entre ces deux personnages. 2 orphelins de guerre, ayant pour mentor 2 légendes, et ayant chacun un lien avec Uki. Rinko, l'homme qui blessa Uki, et Shin, celui qui veut le surpasser. Donc symboliquement, Rinko était une première marche dans la voie du grand général Shin. Cependant, il n'a pas réussi à vaincre Rinko seul, mais ce n'est pas pour autant que c'est une mauvaise chose. Shin tire sa force des autres, et de sa volonté, en opposition de Rinko qui lui était seul pour les combattre. Encore un symbolisme qu'on a pu voir dans la vidéo sur Uken. D'ailleurs, quand Shin tue Rinko, ce dernier lui donne son épée, cette même épée qui a blessé Uki. Donc encore un symbole de celui qui a réussi à toucher Uki. Et cela nous permet d'enchaîner avec Renpa qui est un grand général sous les cieux, à l'image de Uki, qui permet à Shin de comprendre qu'est-ce qu'un grand général. Et oui, il lui explique qu'il doit surpasser les 6 généraux pour marquer l'histoire. Shin finit donc par avoir un but clair. Il doit unifier la Chine pour surpasser Uki. Et bien évidemment, si on parle de Rinko et Renpa, on doit parler de Mugu. Ce dernier a permis à Shin de prouver qu'il avait de la valeur en combattant Rinko aux côtés de Huon et Muten. Mais Mugu a surtout réussi à créer des liens avec Shin. Leur discussion sur la défaite contre Renpa a permis d'un côté à Mugu d'évoluer et de comprendre que même s'il est moins fort, cela ne doit pas dire qu'il va forcément perdre. Et d'un autre côté, Mugu a appris à connaître Shin. Et en parlant de confiance, il y a un homme qui a combattu aux côtés de Shin et qui fut le premier commandant à lui donner sa chance, Baku Koshin, un homme de Dukyu, considéré comme dur et spécialiste des attaques suicides. Shin a tellement impressionné Baku Koshin que ce dernier a fini par lui faire confiance et l'a aidé à lancer une offensive contre Wei avec seulement quelques soldats. Il a donc permis à Shin de montrer son potentiel, ce qui lui a valu d'être promu commandant de 100 hommes après la campagne de Keiyu. On peut donc dire que Baku Koshin fut le premier à propulser Shin dans la voie des grands généraux. On peut aussi ajouter Kakubi, un commandant tué par Rinko, qui montre à Shin que même en étant de basse naissance, on peut devenir commandant, appuyant le sentiment de Shin à vouloir surpasser tout le monde. On enchaîne avec des membres de la Isshin, Bitu, Kyogai et Shusa. Tous sont morts pour Shin et le soutiennent même après leur mort, notamment Kyogai et Shusa, qui aident Kyukai à sauver Shin dans l'au-delà, ou même Bitu qui soutient Shin contre Uken. Ces trois-là montrent qu'ils ont confiance en Shin à 100%, au point d'être prêts à mourir pour lui. Bitu a porté Shin pendant toute une nuit alors qu'il se savait condamné. Il a vu en Shin un espoir et il a préféré se sacrifier plutôt que de le laisser mourir. Ce que Shin a compris, il sait que ses camarades morts sont toujours à ses côtés et qu'il croit en lui. Comme toute la Isshin, il lui donne la confiance nécessaire à un général pour gagner les batailles. Et lui il leur rend car il leur montre qu'il est là pour les protéger. C'est pour ça qu'il leur dit, si vous avez un souci, n'hésitez pas à regarder mon dos. Symboliquement, il soutient la Isshin et la Isshin le pousse en avant. On passe à Seikyu. S'il est présent dans l'image contre Uken, c'est pas un hasard non plus. Il fut un antagoniste et après plusieurs années, il se sacrifia pour protéger sa femme, Ekin, de Ryufui. Seikyu a donné sa vie pour défendre ce qui lui est cher, et Eisei ainsi que Shin ont vu sa détermination. Ils ont compris que aussi cruel soit-il, n'importe qui peut changer, et que Seikyu, malgré son côté enfant gâté, a su être un patriote au bon moment. On arrive à Mangoku, un des personnages que je considère comme étant intéressant, voire très important pour Shin, dans le sens où il est une victime de l'unification de la Chine. En effet, il fut l'un des survivants du massacre de Shuei, causé par Akuki. Mangoku déteste Kin et veut rendre ce qu'il a subi. C'est pour ça qu'il n'hésite pas à tuer des innocents, car pour lui, tous les habitants de Kin sont coupables, et les survivants de Shuei ne seront pas apaisés tant que Kin existera. Il est symboliquement l'incarnation de la haine de l'unification, montrant que Kin ne sont pas les gentils de l'histoire. Au contraire, ils sont ceux qui tuent des innocents pour un soi-disant but noble. Le combat contre Shin était donc une lutte entre les deux points de vue. D'une part, la réalité de la guerre, représentée par Mangoku, et d'autre part l'envie de rendre meilleurs les pays et de mettre fin à la guerre de Heisei et Shin. Mangoku montre que la vie n'est qu'un cycle de haine, où le fort bat le faible et où le faible veut se venger du fort, et ainsi de suite. En gagnant, Shin promet à Mangoku de briser ce cycle, et de faire en sorte que plus jamais un événement comme celui de Shuhei n'ait à se reproduire. Shin nous montre que malgré son passé rempli de haine lui aussi, il ne cherche pas à trouver des coupables, mais plutôt des solutions, ce que Mangoku n'a pas fait. Il a donc un poids supplémentaire sur son dos, celui de Mangoku qui veille sur lui, jusqu'à la mise en place de la solution de Heisei et de Shin pour stopper les guerres. Heisei,
littéralement celui qui se rapproche le plus du rôle de frère pour Shin. Il lui a permis d'être un soldat, malgré le fait qu'il soit un esclave. Sans oublier qu'ils se sont battus ensemble plusieurs fois, que ce soit contre Saikyu ou même à Sai pour combattre Riboku. Chacun des deux a des objectifs. L'un doit unifier la Chine et être le roi de la Chine unifiée, et l'autre doit aussi unifier la Chine, mais être l'épée du roi. Et même si Heisei est le roi, il n'oublie pas qu'il est son ami. Nous montrons encore une fois que Shin ne fait pas ça pour son roi, mais il fait ça pour son ami. S'il veut unifier la Chine, c'est qu'il fait confiance à Heisei. Il sait que lui pourra être le bon roi, celui qui va réussir à éviter les massacres comme à Shuwei, ou même à réussir à avoir des relations diplomatiques avec d'autres pays qui vont favoriser la paix. On peut donc dire que Shin tient sa motivation de Heisei, car le développement de ce dernier permet à Shin d'évoluer. Et après le frère, vient la petite sœur, Ten. Tout comme Sei a sauvé Shin plus d'une fois et lui a permis d'évoluer. De plus, Ten a appris la stratégie pour l'aider durant les batailles. Il tient tellement à elle qu'il était prêt à tout pour la récupérer, quand cette dernière fut kidnappée par les hommes de Gaimu, quitte à se sacrifier. Preuve que pour elle, la logique ne lui fait plus effet. Il le dit lui-même plusieurs fois, Ten et sa famille. Et d'ailleurs, il a passé beaucoup de temps avec elle, surtout quand il était soldat. Ils vivaient dans la même maison, et ils vivent d'ailleurs toujours dans la même maison. On enchaîne ensuite avec Kyukai. Cette dernière a eu un excellent développement. Elle passe de protagoniste, ensuite à antagoniste, pour redevenir protagoniste. Et c'est normal. Par principe, Kyukai n'était qu'une machine à tuer, ne voulant que la vengeance. Et à force de côtoyer Shin, elle finit par devenir de plus en plus humaine, en comprenant que Shin et la Isshin sont là pour elle comme sa famille, et sont prêtes à tout pour elle. Au final, elle se sacrifie plusieurs fois pour Shin ou pour l'équipe, que ce soit durant l'arc Renpa, où elle combat plusieurs soldats jusqu'à arriver à ses limites pour protéger la Isshin, ou même durant l'arc Zao, où elle n'hésite pas à se battre contre Uken, mais surtout sacrifier de son espérance de vie pour sauver Shin. Durant toute l'histoire, on voit une ambiguïté entre Shin et Kyukai. Bien évidemment, Kyukai est totalement insouciante, au point de croire que pour faire des enfants, il faut aller sur une montagne. Mais c'est durant l'arc Zao qu'on arrive à voir que Kyukai veut Shin dans sa vie. Elle explique même à sa sœur que Shin est la chose la plus importante dans sa vie, et c'est ce qui lui permet de vivre. Donc elle n'hésitera pas à gaspiller de son espérance de vie pour lui. Et cela nous laisse croire qu'à l'avenir, Kyukai finira par être la femme de Shin et peut-être avoir des enfants. Vient au tour de Huon, le rival direct de Shin, celui qui le pousse à se surpasser à chaque bataille. Leur relation peut paraître spéciale, surtout quand on voit Huon essayer de rabaisser Shin constamment. Cependant, cela est dans les deux sens. On peut voir leur relation comme étant une sorte d'envie de pousser l'autre, pour être encore meilleur. Leur envie d'être en concurrence montre qu'ils s'accordent de l'importance mutuellement. Ils savent qu'ils sont forts et veulent le devenir ensemble. D'ailleurs, les fois où ils combattent ensemble sont remarquables. Leurs attaques sont coordonnées et sans aucune erreur. Ils se comprennent même sans dire un mot. Encore une preuve qu'ils ont un lien fort. Ils n'ont pas besoin de le dire. On sait déjà qu'ils sont amis. Et ça nous permet d'avoir une transition vers Muten. Bien évidemment, lui aussi, il est l'ami de Shin, sauf que lui c'est plus flagrant. Il est vu comme étant le pote cool de Shin, plutôt que son rival. Dans un sens, il ne cherche pas à surpasser Shin, et s'amuse même plutôt bien avec lui. Muten est le perfectionniste du trio, et sait utiliser le potentiel de Shin à son maximum, comme contre Rinko, où sa stratégie permet à Shin de gagner. On peut donc dire de Muten qu'il permet à Shin de développer toutes ses compétences et de les utiliser à bon escient. Kanki le bandit montre à Shin un visage de la guerre différent. Tout comme Mangoku, il représente la réalité des champs de bataille. Shin était habitué au commandement de généraux traditionnels, comme Mugu ou même Dukyu, dans le sens où leur objectif était de combattre des soldats, là où Kanki, et sa façon peu conventionnelle de faire la guerre, se concentre sur l'attaque d'innocents et la torture. Mangoku a lui la place de victime, Kanki, lui, est le tortionnaire. Donc deux points de vue différents pour Shin. Mais cela permet à Shin de voir Kin de manière plus réaliste, car en effet, le pays n'est pas totalement blanc, et que comme Mangoku l'avait dit, Kin sont les envahisseurs, prêts à tout pour gagner. Ainsi, on arrive au niveau des légendes. Tout d'abord, Dukyu, l'un des deux mentors de Shin dans son développement. Ce dernier ressemble tellement à Shin qu'on pourrait littéralement le considérer comme étant son père spirituel, que ça soit au niveau de la mentalité, c'est-à-dire que les deux ne sont pas considérés comme étant des génies ou même des grands penseurs, et sont avant tout férus de fêtes et de guerre, mais aussi au niveau de l'instinct. Et oui, le principal héritage de Dukyu envers Shin est son feu, c'est-à-dire sa volonté. On pourrait croire que Dukyu a donné l'instinct à Shin, sauf que ce dernier est un élément qui ne s'apprend pas. Shin était prédisposé à être instinctif. Quand on regarde bien, depuis le début, Shin utilise son instinct, mais il a jamais su l'expliquer. Que ça soit avec Kyukai quand il combat les chars pendant la campagne de Keiyu, ou même pendant la coalition où il ressent la même chose que Dukyu. Toutes les actions de Shin, qui pouvaient paraître stupides, étaient en fait de l'instinct. Cependant, il était largement moins développé avant sa rencontre avec Dukyu et Keisha, qui lui ont permis de comprendre ce qu'il pouvait faire et là où il pouvait dépasser ses limites. C'est vraiment sa volonté que Shin reprend, et cette dernière est représentée par un objet symbolique, son bouclier. J'imagine que certains ont dû se dire que forcément
forcément c'était l'objet iconique de Dukyu et que c'était logique de le recevoir. Mais le bouclier a une symbolique assez forte et toute particulière. Dukyu est mort en voulant défendre Kin et il transmet sa volonté à Shin par le biais du bouclier en lui disant de ne pas laisser son feu mourir. On peut comprendre donc plusieurs choses. Dukyu demande à Shin de continuer à défendre Kin comme lui l'a fait. Mais surtout, Dukyu est mort et la dernière chose qu'il a fait, c'est défendre Shin, qui reprend le flambeau et donc sa volonté. Le bouclier est donc le symbole de la protection de Kin, mais aussi le symbole de la protection de la nouvelle génération qui est Shin. Et si on parle d'héritage, on est obligé de parler d'une autre personne, tout aussi importante que Dukyu, à savoir Uki, l'oiseau colossal de Kin, qui fut l'un des premiers modèles pour Shin, mais aussi l'un des premiers à avoir reconnu son talent. Sauf que Uki n'est pas le maître de Shin, comme Dukyu, ils sont des exemples pour ce dernier, et lui ont permis de développer son talent, sans pour autant l'entraîner à l'assaut shonen. Shin a pu, grâce à lui, expérimenter ce qu'était être responsable de la vie de plusieurs personnes, notamment lorsqu'il a protégé le village des envahisseurs, mais surtout grâce à son expérience de la vision d'un grand général. Shin est un rêveur, il a eu donc le rôle de le guider pendant la réalisation de son rêve, en lui montrant la réalité d'un général. Outre le fait d'avoir un nom qui résonne dans toute la Chine, ce dernier a une grande responsabilité, car à lui seul, il tient la vie de milliers, voire de millions de personnes. Shin a pu donc comprendre les responsabilités d'un général, mais aussi l'impact de ce dernier sur un champ de bataille, aux côtés d'une légende qui lui a lui aussi transmis sa volonté par le biais de sa Gwendao, objet aussi symbolique que le bouclier. Uki est mort en défendant Kin de l'invasion de Zhao, face à Uken lui aussi. Il a eu une fin similaire à Dukyu, car à sa mort, il remet un symbole de Kin. La Gwendao peut être vue comme étant l'incarnation de l'unification. Je m'explique. Uki a, sous les ordres du roi Shou, entrepris l'unification de la Chine, et il a continué cela avec Heisei. Donc Uki donne sa volonté d'unifier les pays à Shin. C'est dire qu'il ne donne même pas son arme à Tout, qui est son plus fidèle bras droit, mais à Shin, un simple esclave. Il sait que si Shin, un esclave qui n'avait rien, a pu réussir à devenir commandant, alors sa volonté le poussera à atteindre les cieux. Il nous reste encore 3 personnages qui ont permis à Shin d'évoluer. Je pense que vous devez savoir qui ils sont. Tout d'abord, Uken, celui qui a tué les 2 mentors de Shin, qui n'a cessé de faire trembler Kin. Ce même Uken qui a fini par être tué par Shin lui-même. Qu'a-t-il vraiment appris à Shin? Eh bien c'est lui qui lui a permis d'être le général qu'il est actuellement. En tuant Uki et Dukyu, il est devenu l'incarnation de la haine de Kin, mais aussi le mur à franchir pour surpasser ces 2 légendes. Uken a permis à Shin d'être sûr à 100% de ses convictions. Shin est un général qui se bat avec son armée, mais surtout avec toutes les personnes mortes pour ou par lui. En tuant Uken, il montre qu'un bon général sous les cieux n'est pas celui qui se bat seul, mais celui qui se bat avec et pour les autres. Et cela ne m'étonnerait pas qu'on finisse par revoir Uken à l'avenir, peut-être derrière Shin pour le soutenir. Ensuite vient Riboku. Il a eu avec Uken un impact sur le développement de Shin, dans le sens où ils ont obligé Shin à évoluer. Encore une fois, Riboku est lié tout comme Uken à la mort de Uki et Dukyu. Sauf que Riboku, lui, ne cherche pas à tuer Shin par lui-même, là où Uken a plus d'une fois essayé de tuer Shin. À chaque rencontre avec Shin, Riboku tente de lui enseigner quelque chose. Lors de leur duel pendant la coalition, Riboku pouvait le tuer, mais il ne l'a pas fait. Pareil pendant la campagne de Bayou. Durant la coalition, il voulait lui montrer le vrai visage de la guerre. Riboku n'est pas un homme qui veut la guerre. Il le dit souvent et il essaie de limiter les pertes inutiles. L'évolution de Kin a poussé Riboku à réfléchir à une coalition, et Shin, à la fin de l'arc Zhao, a de la peine pour Riboku. Il est passé de haine totale envers lui à empathie, comme si Shin avait compris que le but de Riboku, depuis le début, tout comme lui, était de protéger son pays. Il lui a fait comprendre que chaque pays se devait de protéger son peuple, et que lui, comme tout bon général, devait protéger Zhao, même si le roi fait tout pour lui mettre des bâtons dans les roues. Au final, Riboku a permis à Shin de devenir mature, et de mieux comprendre les enjeux de la réunification, notamment au vu de la destruction culturelle que redoute Riboku. Et on en arrive enfin au personnage le plus important pour Shin, à savoir Yu, personnage qu'on a vu que très peu, mais qui a un impact totalement important dans la vie de Shin. Tout d'abord, le rêve de devenir un grand général avec lui. Ils se sont entraînés sans relâche, à 2, pour devenir des grands généraux, sans oublier que Yu a sacrifié sa vie sans hésiter pour sauver Heisei, sacrifice qui permet à Kin de commencer l'unification. Yu, à lui seul, a permis à Heisei et à Shin d'être les personnes qu'ils sont actuellement. Mais le plus important, c'est le fait que Yu, même mort, ne quitte jamais Shin. Yu est l'épée de Shin, celle qui ne le quitte jamais. Même après avoir utilisé la Gwendao de Uki, Shin ne se sépare pas de son épée, car elle représente son ami, et à eux deux, ils seront des grands généraux comme promis. D'ailleurs, cette même épée a sauvé Shin plus d'une fois, notamment contre Renpa ou même contre Uken, tout comme la volonté de Yu, elle est incassable, et par conséquent protège Shin. On peut même voir Yu aider plus d'une fois Shin, en étant derrière lui, comme pendant le combat contre Rinko. Yu est la volonté primaire de Shin d'atteindre le rang de général, il est sa force, et il grandit avec Shin. Pour conclure, Shin est donc un symbole de toutes ces personnes qui rêvent de l'unification, mais surtout de la paix. Il est l'espoir de ceux
ceux qui n'ont pas pu atteindre leurs rêves. Il porte leur espoir sur son dos, que ça soit son armée, son peuple ou même ses ennemis. Shin ne gagne pas qu'avec sa force. Ce qui le rend aussi fort, c'est sa volonté à atteindre son but, sans oublier tout ce qu'il a appris et qui lui permet d'être ce qu'il est aujourd'hui. Au final, Shin donne autant qu'il reçoit, permettant d'améliorer des gens tout en évoluant lui-même. Dans le futur, il y a de grandes chances qu'il finisse par porter le bouclier de Dukyu, lui donnant une image de général complet, prêt à défendre son pays et à unifier la Chine. J'espère que la vidéo vous a plu et n'hésitez surtout pas à donner votre avis, qu'il soit négatif ou positif, ou à me corriger si je dis des bêtises. Bien évidemment, il y a sûrement d'autres personnages et je vous invite à les citer et me dire ce qu'ils ont apporté aussi. Je n'ai pas parlé de Gaimou, ou même de Mutane plus précisément, car comme je vous l'ai dit, il y aura des vidéos sur eux. Sur ce, ciao!